En 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré s'était engagé à augmenter le taux de couverture énergétique à 85% sur l'étendue du territoire. En principe, le pays à l'heure actuelle devrait être proche de 1000 MW avec 1 million d'abonnés alors que la production était de 300 MW en 2015 et 500 000 abonnés dans le pays donc en 2015. 5 ans après, que deviennent ces promesses? Le ministre de l'Énergie est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous et bienvenue à Dialogue Citoyen, l'émission de suivi des engagements du président du Faso. Ce soir donc, monsieur le ministre, nous allons avoir 2 points. D'abord, le premier point va parler de la politique de production de l'énergie. Le second, la politique de distribution de cette énergie qui a été produite. Et pour cela, nous avons 2 panélistes avec nous ici qui passeront à tour de rôle pour vous poser des questions. Et entre ces 2 panélistes, il y aura des appels téléphoniques, il y aura aussi les questions des téléspectateurs sur la plateforme Présimet et donc des internautes. Et puis, le public que vous voyez disposé à droite et à gauche est là pour vous suivre attentivement et à la fin, il nous dira si vous avez réussi à le convaincre et ça va se traduire par une note sur 10. Merci. Voilà, planter le décor. Retenez que Dialogue Citoyen est une émission de la RTB avec le soutien de Diaconia, WaterAid et la CODEL. Monsieur le ministre, avant que la technique ne s'installe et que les téléspectateurs nous appellent, nous avons quelques questions pour vous. Il y a à peu près un mois de cela, vous aviez annoncé, à l'issue d'un conseil de ministres, que le Burkina avait atteint l'équilibre énergétique et mieux l'excédent énergétique entre 18h et 24h avec un excédent de 94 MW. Le lendemain, il y a eu une coupure générale sur le territoire. J'en ai été victime puisque ce jour-là, j'avais une émission controverse que personne n'a pu suivre parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est finalement cette histoire de croissance du PIB qu'on ne ressent pas finalement dans l'assiette de la ménagère? Alors, je voudrais en tout cas vous remercier déjà, remercier la TNB et Diaconia pour cette initiative. Je voudrais remercier donc l'ensemble des téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent ce soir. Et cet exercice, c'est un exercice qui est très important parce qu'il permet réellement de montrer ce que nous sommes en train de faire, de corriger certaines choses et aussi de prendre le feedback quand c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour revenir à votre question, en 2015, quand nous sommes arrivés, nous étions autour de 325, un peu moins de 350 mégawatts au niveau du Burkina Faso. Rapidement, nous avons ajouté avec Agreco 50 MW au niveau donc à côté du stade donc, du 4 août. Et nous sommes passés à 100 MW avec la Côte d'Ivoire. Et dans le même temps, nous avons ajouté une puissance de 150 MW avec le Ghana. Quand vous faites le calcul, nous sommes à pratiquement 650 MW, rien qu'avec ces investissements. Ce qui permet de dire que nous avons pratiquement doublé la puissance entre 2015 et 2019. En plus de cela, il faut reconnaître que entre le Ghana et le Burkina, nous avons une ligne aérienne de près de 1000 km. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, nous avons une ligne aérienne de près de 1000 km aussi. Pratiquement 50% de notre consommation vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Même en Côte d'Ivoire et au Ghana, il y a coupure d'électricité. Et pour revenir à votre question, vous savez, la puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. P égale UI, comme on l'a appris à l'école. C'est trop technique pour Alors, moi. quand la puissance, quand la tension baisse au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous importons l'énergie, la puissance tombe. Et ce qui s'est passé la dernière fois, comme vous l'avez dit, malheureusement, nous avons une baisse de tension, une coupure brusque donc, de la Côte d'Ivoire. Ce qui entraîne un blackout, comme on le dit. Et c'est récurrent. Et quand vous avez 50% de votre consommation qui vient de l'extérieur, ben, comme on le dit à Morée, bon, quand vous dormez sur la natte du voisin, c'est comme si vous dormez à terre. Et une fois que vous avez le blackout, il vous faut au minimum 1 heure
pour que nous puissions démarrer les quelques machines qui sont à froid pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est vous dire que quand nous disons que nous avons atteint l'offre et la demande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de coupure. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de coupure. Ça veut dire qu'à l'instant T, s'il y a une demande, nous sommes à mesure, avec notre puissance, de pouvoir répondre à la demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le Ghana, nous sommes à mesure de tirer près de 200 MW avec le Ghana. Mais la ligne va être instable si nous allons à 200 MW. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de puissance pour répondre à la demande nationale. Mais je le dis, on ne peut pas se satisfaire de 40% de la population qui a accès à l'énergie. Quand on est arrivé, il y avait 23% de la population qui avait accès à l'énergie en 2015. En ce moment, nous sommes à pratiquement 40% de la population qui a accès à l'énergie. Sauf qu'on n'a pas les 1 million annoncés. Mais je l'ai dit, les 1 million, vous mélangez. Les 1 million veut dire tous les ménages qui sont connectés à la Sonabel. Le président a dit, quand il est arrivé, il y avait autour de 500 000 personnes qui étaient connectées au réseau Sonabel. À l'heure où je vous parle, nous sommes à pratiquement 750 000 personnes qui sont connectées au réseau Sonabel. En plus de cela... Qui n'est pas 1 million. Bon, si vous ne me permettez pas de vous expliquer... Oui, bon, on va voilà. pas pour... Donc, oui, les 1 million, on a dit d'ici la fin du mandat. Et le projet... c'est dans 6 mois. Bon, le projet PEPU, si vous me permettez, je vais vous expliquer. Allez-y, oui. Le projet PEPU, aujourd'hui, que si vous avez suivi un peu la télé, j'ai visité un peu les installations du projet PEPU. Nous sommes à près de 50 000 branchements que nous allons faire avec le projet PEPU. Le projet PEREL, que vous avez vu un peu partout les poteaux béton qui sont en train d'être installés, le projet PEREL va nous permettre de connecter 35 000 personnes. Plus le projet PDCEL, et je reviendrai sur le projet PDCEL, qui va permettre donc à nos ménages de pouvoir se connecter à 3 000 francs. Le projet PDCEL va nous ajouter près de 50 000 connexions. Et en cette année 2020, nous sommes à pratiquement 25 000 à 30 000 connexions déjà au niveau de la Sonabel. Donc quand vous faites le calcul, nous sommes grosso modo au niveau donc des investissements de la Sonabel, des projets qui sont déjà prêts, nous sommes à pratiquement 900 000. Sans oublier le monde rural. Quand vous prenez ABER, qui est l'agence pour la promotion des énergies renouvelables, ABER aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a plus de 50 000 abonnés. Et quand je vous ajoute les projets, que ce soit l'urgence, que ce soit le projet Yélène, ABER va pratiquement avoir près de 70 000 abonnés. Donc quand vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que nous allons atteindre donc les 1 million d'abonnés que nous avons donc pour target au niveau du projet. On sera à 1 million d'abonnés. S'il plaît à Dieu, et s'il n'y a pas de problèmes comme Covid qui viennent, nous mettre un peu en retard, à 6 mois, nous avons la possibilité de pouvoir atteindre les 1 million d'abonnés au niveau donc du réseau Sonabel. On est à 650 000. Non, nous sommes à pratiquement, je vous ai dit, avec la Sonabel, nous sommes à 720 000 à décembre 2019. Là, je ne parle plus d'abonnés. Pour les abonnés, on a fini. Bon, là, c'est la production. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'on est à 657. 657. Ça, c'est ce qui est présent tout de suite avec les installations que nous avons tous. On devait être à 1000 en 2020. Alors, quand je prends maintenant la question donc de voir comment nous allons atteindre les 1000. Vous savez, nous avons visité aussi Kosodo. C'est pas la télé nous a accompagnés. Nous sommes allés voir les installations au niveau de Kosodo. 50 MW déjà positionnés au Ghana. N'eût été le Covid, les 50 MW auraient pu être déjà positionnés au niveau de Kosodo. Mais à l'instant où je vous parle, comme ça prend un peu de temps, c'est des machines qui ne peuvent pas faire de plus de 10 à l'heure parce que c'est très lourd. Et les machines sont en train d'arriver au niveau donc, du Burkina Faso. Donc 50 MW vont venir s'ajouter à ce niveau-là. En plus, quand je regarde au niveau donc des différents projets IPP, je prends déjà le projet Yélène, bouclé. Et nous sommes donc en phase donc, de recrutement du producteur qui va le faire. 43 MW. Et ça se fera en 6 mois? Ça va démarrer. Je vais vous donner un peu ce que nous allons pouvoir atteindre en 6 mois. Et je vais vous dire aussi honnêtement ce que nous ne pouvons pas atteindre en 6 mois. Alors, donc, le projet Yélène, nous allons pouvoir démarrer cette année 43 MW. Et quand vous ajoutez à cela Dori, vous ajoutez Gawa, vous ajoutez Diapara,
plus les 20 MW à Koudougou, plus Kaya, plus les IPP qui ont déjà démarré. Vous avez Bupa qui a déjà démarré, vous avez Kodeni qui va démarrer, vous avez l'extension de Zaktouli et vous avez aussi la KFW qui va nous permettre aussi de pouvoir démarrer. Donc, ce que nous avons, qui ont déjà démarré cette année, je peux vous dire que les 50 MW de plus vont s'ajouter, les 7,5 MW de FADA. FADA, pratiquement, c'est la mise en marche qui nous reste, plus les 30 MW de PA qui ont déjà démarré. J'ai déjà pratiquement 150 qui vont s'ajouter aux 650. Et nous sommes à pratiquement 800 MW. Et comme je vous l'ai dit, si vous prenez tous les projets qui ont démarré, qui ont déjà signé, tous les IPP solaires, nous sommes à 155 MW de plus. Quand vous faites le calcul, nous sommes pratiquement à 1000 MW donc, de projets qui sont démarrés, qui ont leur investissement qui est déjà acquis. Qui ne sont pas encore fonctionnels. Alors, je pourrais dire qu'en 2020, très honnêtement, nous pourrons avoir autour donc, de 800 MW et nous allons avoir peut-être un retard donc, de 200 MW qui pourra être terminé en 2020. Et comment vous expliquez ces retards-là alors que lorsque vous étiez de passage ici en février 2019, vous nous aviez dit que les contrats ont été signés. Absolument. Et on constate d'ailleurs, monsieur le ministre, que le tout premier projet IPP, Ouais. vous ne parlez plus de ça, Zina. Alors, Zina, vous savez, Zina, c'est un projet qui a plus de 10 ans. Ce projet-là, et nous sommes venus trouver ce projet qui a été signé dans des conditions qui ne sont pas faciles. Aujourd'hui, je peux vous dire que Zina... chaque nouveau ministre vient, pas du il tout. veut voir clair dedans. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vous explique. Zina, c'était le premier. Ah là, il faut vraiment les féliciter parce que quand même, il y a 10 ans, parler d'énergie solaire au niveau du Burkina, ce n'était pas vraiment aisé. Et surtout faire une centrale solaire pour produire, vraiment, bon, il faut quand même les féliciter. Malheureusement, les conditions dans lesquelles nous étions il y a 10 ans de cela ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je prends par exemple le coût. Les centrales solaires que nous avons pu signer en IPP, nous avons les coûts qui sont à moins de 50 francs le kilowattheure. Le projet Zina, quand il a été signé, il était pratiquement à 80, sinon plus. Alors, nous avons demandé à ce qu'à un moment donné, nous puissions rediscuter les prix. Et quand ils sont venus, nous avons fait comprendre que, bon, c'est vrai que vous aviez signé dans des conditions où les coûts étaient élevés, mais aujourd'hui, quand nous regardons les coûts des panneaux solaires, quand nous regardons les coûts des technologies, nous nous rendons compte que le prix aujourd'hui, on ne peut pas le prendre à ce prix-là. Et c'est un projet qui est accompagné par la Banque mondiale, Sauf que c'est un projet déjà signé. C'est un projet qui a été déjà signé, malheureusement, comme je l'ai dit. Mais je vous dis, nous avons pu négocier avec les investisseurs donc, de Zina qui ont compris la nécessité que pendant que nous avons des coûts de kilowattheure qui sont à moins de 50 francs, ben, on ne peut pas venir annoncer des coûts qui sont à 80 francs le kilowattheure. Donc, nous avons pu en tout cas nous entendre sur une réduction drastique du coût du kilowattheure. Et maintenant, ils sont en train donc de finaliser avec la Banque mondiale. Nous avons dit, c'est vrai qu'il y a la Banque mondiale qui est derrière, mais nous n'allons pas permettre à ce que nous envoyons donc des prix qui sont exorbitants au niveau du Burkina Faso. Donc voilà un peu la difficulté avec Zina, mais c'est sur de bonnes rails. Et moi je pense qu'ils ont eu un accompagnateur qui vient donc de Abu Dhabi et qui est prêt vraiment à pousser pour que le projet puisse en tout cas voir le jour. Et dans tous ces projets, vous aviez annoncé on va dire, des nationaux qui devaient s'intéresser à ce genre de projets solaires et que vous alliez les motiver. Aujourd'hui, où vous en êtes avec, pourquoi on n'en parle plus? Très bien. Alors, pas qu'on n'en parle plus, on en parle toujours, parce que j'ai dit, pour un secteur aussi stratégique que le secteur de l'énergie, on ne peut pas seulement, non seulement avoir 55% de notre consommation qui vient de l'extérieur, mais aussi ignorer les investisseurs burkinabés qui, eux aussi, sont prêts à pouvoir donc nous accompagner. Et dans ce sens-là, nous avons dit il faut que nous puissions faire de telle sorte que nous puissions avoir des nationaux qui nous accompagnent, mais aussi à un coût qui soit quand même assez compétitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous ouvrons le secteur au privé
Mais il faut aussi qu'il y ait des garde-fous. Donc à ce niveau-là, vous savez, aujourd'hui, si nous extrapolons, nous sommes à pratiquement 40% d'accès et nous allons vers 45%. Quand vous extrapolez à 100% de la population, vous vous rendez compte qu'il y a encore du potentiel. Et nous avons demandé, en tout cas, au secteur privé local, qu'ils puissent, en tout cas, échanger avec nous. Et je puis vous dire que, honnêtement, les gens ont répondu présent. Mais vous savez, le secteur de l'énergie, ce n'est pas seulement que la production. Il y a le transport et il y a la distribution. Vous pouvez avoir 1000 mégawatts, mais si vous n'avez pas la possibilité de transporter, ces 1000 mégawatts ne servent à rien. Donc, pendant que vous augmentez la production, il faut en même temps que vous puissiez mettre de l'ossature pour le transport et la distribution. Je prends un exemple de la ligne Ouaga-Dori. C'est une ligne qui a ossature 33 kV. Mais une ligne de 33 kV qui doit desservir Zignaré, qui doit passer par Kaya et pour continuer jusqu'à Dori. Vous vous imaginez que c'est une ligne qui va être rapidement saturée. Et c'est une ligne qui devrait être normalement en 225 ou au minimum à 90 kV. Donc, c'est vous dire que le travail au niveau du secteur de l'énergie, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut, pendant que vous investissez dans la production, que vous puissiez investir aussi dans le transport et la distribution. Et vous l'avez vu aujourd'hui, nous venons donc de passer à l'Assemblée ce matin, où l'Assemblée a accepté de mettre près de 200 milliards pour faire une ligne entre le Nigeria et le Burkina Faso. Et ça, rien que autour donc de ce kilométrage, et le Burkina Faso va dépenser près de 200 milliards pour pouvoir investir dans cela. Sauf donc, que ça, ce n'est pas les investisseurs privés. Non, ça, ce n'est pas les investisseurs privés. Alors, on va revenir là-dessus. On va appeler ici M. Charles Didas Konsebo, de la Coalition nationale des organisations de la société civile pour l'énergie. Monsieur Konsebo, veuillez prendre place. Vous avez 10 minutes pour échanger directement avec Monsieur le ministre sur la politique de production de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir, M. Fousseni Kondo. Bonsoir, M. Et Simo Zongo, pardon. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, les téléspectateurs de la RTB. Merci à la CODEL et puis à Diaconia pour nous avoir invités sur ce plateau pour échanger avec Monsieur le ministre et merci d'accepter de répondre à nos questions. Je suivais avec intérêt l'intervention tout de suite, le préliminaire, qui montre vraiment suffisamment d'installation, d'ambition au niveau du gouvernement, ainsi de suite. Seulement, au niveau du programme du président, il était prévu une couverture d'électrification du Burkina de 85%. Absolument. Et si on vous écoute, avec les chiffres qu'on connaît actuellement, nous sommes autour de 36-40%. C'est l'accès. Donc, le taux de couverture et le taux d'accès, c'est différent. Oui. Voilà. Bon, au niveau du taux d'accès, je crois que c'est encore plus bas puisque je passais du taux de couverture pour venir au taux d'accès. Ouais. Au niveau du taux d'accès, les indicateurs qui donnent actuellement, nous sommes beaucoup au milieu rural. Le taux d'accès au niveau du milieu rural est assez bas et n'atteint pas les 5%. Donc, vous pouvez donner les chiffres. Oui, il faut donner les chiffres, mais bon, j'ai quelques chiffres aussi. Peut-être que vous avez... Oui, la question. Voilà, la question est de savoir comment vous prenez en compte ces populations-là pour l'accès à l'énergie actuellement. Okay. Alors, je vais faire une brève définition de ce que c'est que le taux d'accès et le taux de couverture. Le taux de couverture, ça veut dire que si nous prenons une ville comme Ouaga, si nous avons 3 millions d'habitants à Ouaga, dès que la zone est électrifiée, on imagine que Ouaga, les 3 millions d'habitants sont couverts. Donc ça, c'est le taux de couverture qui est nettement au-delà de ce que je vous ai donné comme chiffre. Le taux d'accès, ça veut dire combien de ménages sont connectés, par exemple, au réseau Sonabel. Et dans ce ménage, il y a combien de personnes qui y vivent. Si je prends le cas donc de la Sonabel, nous avons par exemple autour donc de 800 000 abonnés. Vous avez 7 personnes par ménage qui sont au niveau donc des ménages. Si vous prenez le calcul et vous prenez en milieu rural, je vous ai donné aussi les chiffres. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes à pratiquement plus de 50 000 ménages en milieu rural qui sont connectés au réseau Sonabel.
Et en plus de ça, nous avons des réseaux isolés. Ça veut dire que c'est des centrales solaires isolées. Donc, quand nous faisons le calcul du milieu urbain et rural, nous avons près de 40% de la population burkinabé qui a accès à l'énergie. Maintenant, je reviens à votre question. Quand vous parlez, par exemple, des chiffres de l'électrification rurale, effectivement, en 2015, nous étions à 3% de la population en milieu rural qui avait accès à l'énergie. À l'heure où je vous parle, nous sommes à pratiquement 12% de la population en milieu rural qui a accès à l'énergie. Et si je prends le nombre de villages qui ont accès à l'énergie, en 2015, nous avions autour de 552 villages qui avaient accès à l'énergie. Sur 8000. J'ai dit 2015. Bon. En 2015, nous étions à 552 villages qui avaient accès à l'énergie. En 2019, nous étions à 1029 villages qui ont eu accès à l'énergie. À l'heure où je vous parle, j'ai 462 villages qui sont en travaux actuellement et qui sont de travaux entre 25% et près de 90% de réalisation. Donc, quand vous regardez les chiffres, ils sont en droite ligne avec ce qui a été édicté au niveau donc, du programme du président. Bon, bien, moi, ces chiffres, vous avez des très nouveaux chiffres qui ne sont pas déjà dans les mêmes choses. Vous pouvez approcher mes directions donc, techniques. Tous les chiffres qui sont là sont vérifiables. Je parle devant la population burkinabé. Je ne peux pas venir ici raconter des clous. Vous avez la possibilité, à tout moment, de venir au niveau du ministère, de travailler avec tous mes directeurs et tous mes techniciens pour avoir les fonds des dossiers et pour avoir la documentation nécessaire et les chiffres nécessaires pour pouvoir donc faire votre analyse. OK. Donc, c'est bien, hein, c'est très joli cette avancée. Maintenant, nous avons au moins, au niveau de la coalition, mené quelques études sur le terrain qui nous montrent vraiment des résultats un peu mitigés à ce niveau. Et en plus, au niveau de l'engouement au niveau des populations, c'est surtout les énergies renouvelables. Absolument. Et en 2013, avec la détaxation, la loi de finances 2013 qui a permis de détaxer, on a eu beaucoup de matériel qui sont rentrés. Aujourd'hui, les populations sont en train d'être découragées par rapport à ces équipements. Qu'est-ce qui est fait dans le domaine pour rassurer les populations? Parce que à ce niveau, il y a des choses qui sont faites, mais nous croyons que ce n'est pas arrivé parce que les populations restent toujours dans leur sol. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'avec l'avènement de la détaxation sur le solaire, il y a eu un engouement incroyable. Et nous-mêmes, nous nous sommes dit, la seule alternative pour le Burkina Faso aujourd'hui, en matière de coût du kilowattheure, c'est bien l'énergie solaire. Comme je vous le disais, nous avons le coût du kilowattheure pour le solaire qui est à moins de 50 francs le kilowattheure. Pendant qu'avec le thermique, nous sommes au coût de production subventionné à près de 150 francs le kilowattheure. Vous vous imaginez, divisé par 3, avec une subvention de l'État. Donc, il y a un engouement certain que nous avons vu dans le secteur donc, de l'énergie solaire et ça a été accompagné par le chef de l'État qui a dit vraiment pour l'énergie solaire, il faudrait mettre le maximum. Moi-même, j'ai été élu président au niveau donc, de l'Assemblée générale de l'Alliance internationale pour la promotion des énergies renouvelables. C'est vous dire que c'est le travail qui est fait sur le terrain en matière d'énergie solaire au Burkina Faso qui nous a permis d'être là-bas. Mais pour revenir au problème de la qualité du matériel, qu'est-ce qui se passe? N'importe quel commerçant peut aller à Dubaï, en Chine ou en Inde, il fait un conteneur de panneaux solaires et puis il débarque, il est en train de vendre. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pour des panneaux solaires qui sont censés être des panneaux de 250 watts, on se retrouve avec des panneaux de 150 et de 125 watts. C'est ça. Ce qui fait que le dimensionnement devient un problème, d'où le découragement de certains. Nous avons pris à bras le corps ce problème. Et j'ai travaillé avec le MINEFID, avec le ministre du Commerce, pour que nous puissions mettre en place un arrêté conjoint. Et qu'est-ce que cet arrêté conjoint dit? Il faut maintenant avoir un agrément au niveau donc de l'Agence pour la promotion des énergies renouvelables, ANERE, pour avoir la certification pour amener du matériel solaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous nous sommes dit
Il faut qu'en plus de cela, nous puissions mettre des garde-fous, à savoir mettre en place des mécanismes pour vérifier. Celui qui vient avec son conteneur, que nous puissions prendre quelques panneaux, pouvoir les flasher et savoir si réellement ça répond donc aux conditions. Mais il est question aussi d'installateurs certifiés. Voilà, mais on ne peut pas... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'arrêté a été déjà signé. Et nous avons convoqué, au début du Covid, si vous avez remarqué, la presse a été conviée à l'ANERE. Nous avons invité tous ceux qui sont dans le secteur de l'énergie solaire. La rencontre a eu lieu au niveau donc de l'ANERE. Et tous sont venus. Tous ceux qui payent ce fonds dans le solaire ont été invités à l'ANERE. Nous avons eu la rencontre, nous leur avons expliqué le sens de l'arrêté. Mais nous ne pouvons pas sortir un arrêté en une semaine et puis commencer à appliquer. Les gens vont nous tomber dessus. Donc on leur a dit, nous vous donnons un certain nombre de 3 mois pour pouvoir évacuer ce que vous avez évacué avant maintenant que le couperet ne puisse tomber. Donc c'est du travail que nous avons fait, qui est vérifiable. Nous avons même convoqué tous les gars, tous les membres donc, qui travaillent dans ce secteur au niveau de l'ANERE pour y travailler. Est-ce qu'il y a vraiment des échéances pour ça? Parce qu'il y a très longtemps, on attend cette régulation du secteur des énergies renouvelables au Burkina Faso. Et jusqu'à présent, bon, c'est des décrets, c'est des jours. Quand est-ce vraiment ce mécanisme sera en marche? Je puis vous assurer, vraiment, je puis vous rassurer que moi-même, j'ai pris ce problème à bras le corps. Et nous avons fait tout ce qui a été nécessaire pour pouvoir sortir donc toute cette réglementation. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Okay. Vous pouvez dire, bon, depuis des années, effectivement, mais il y a eu un processus. L'année passée, j'étais sur ce même plateau, je leur ai dit, nous allons le faire, et à l'heure où je vous parle, nous l'avons fait. C'est des faits qui sont vérifiables, et vous pouvez voir avec l'Agence pour la promotion des énergies renouvelables, dès demain, nous pouvons vous sortir ce décret-là, et cet arrêté du moins interministériel, qui a été signé par Minefid, qui a été signé par le ministre du Commerce et moi-même. Et nous avons déjà rencontré les acteurs donc, du secteur pour leur expliquer le bien fondé. Et chose curieuse, eux-mêmes, ils ont apprécié cela parce qu'ils ont dit, nous tous, nous voulons que le secteur-là puisse vivre. Et tant qu'il y a des gens qui ne font pas de la qualité ou qui font de la mauvaise chose, ben, ça va décourager l'ensemble donc, des consommateurs et c'est nous tous qui allons perdre notre business. Donc, vraiment, j'ai été agréablement surpris par leur compréhension et c'est quelque chose que nous allons dérouler. Nous avons aussi dit que nous allons mettre en place la vérification. Ça veut dire que nous allons payer du matériel et déjà au niveau de l'ANERE. Je vous invite réellement à faire un tour au niveau donc, de l'Agence pour la promotion des énergies renouvelables pour échanger là-dessus. Et je pense que vous allez être édifiés par ce que nous avons pu faire en si peu de temps. Et vous savez les difficultés par lesquelles aussi nous sommes passés. Ça n'a pas été aussi un long fleuve tranquille. Mais malgré cela, vraiment, il y a du travail qui a été fait. Et je pense que ce serait bien de pouvoir aller échanger avec eux. Vous allez être édifiés. Oui. Pour la dernière question. Nous notons un peu ça. Ouais. On prend l'engagement que vous allez nous donner ça. Maintenant, je crois que dans ce domaine aussi de la qualité des installations, il y a la formation professionnelle aussi qui est là. Absolument. Et nous avons fait des études sur le terrain qui montrent que la plupart des installations de mauvaise qualité sont faites par des gens qui ne sont pas formés. Absolument. Et comme on sait que la formation professionnelle vient avec le ministère, le MENAPN, ainsi de suite, est-ce qu'il y a des synergies à ce niveau qui va permettre justement de résoudre aussi ce problème sur le terrain? Parce que le vrai problème, c'est la proximité des techniciens pour les bénéficiaires. Super. Vraiment, ça c'est une excellente question. Parce que rien que cette année, nous avons formé 5000 jeunes avec l'Agence pour la promotion des énergies renouvelables ANERE. 5000 jeunes. Et ce que nous avons dit, nous sommes en train d'installer des centrales solaires dans les villages, en milieu rural, un peu partout. Il n'y a pas de raison qu'un technicien doit quitter la ville pour aller à 100 km pour aller changer un fusible ou bien pour changer une ampoule. Voilà. Nous avons tenu à ce que ces jeunes-là soient formés dans ces mêmes villages. Et, chose curieuse, je pense que nous n'avons pas fait quoi que ce soit. Ce matin, il y a un projet qui vient de passer au niveau de l'Assemblée nationale pour nous aider à électrifier 42 localités en énergie solaire. Et nous avons tenu à expliquer à l'Assemblée le projet qui est fait dans ce sens-là pour que les jeunes soient formés. Nous n'avons pas besoin de masters ou de gens qui ont des ingénieurs
pour envoyer au village. Nous avons besoin de gens qui sont formés au rudiment, qui connaissent un certain nombre de choses, qui sont formés et qui vont pouvoir donc faire le travail sur le terrain. 5000 jeunes ont déjà été formés pour les métiers de l'énergie solaire et des énergies renouvelables par l'Agence pour la promotion des énergies renouvelables ANERI. Je pense que nous sommes dans la même dynamique, nous sommes en tout cas en phase, et avec le ministre aussi de l'enseignement supérieur, nous voulons mettre en place un technopôle. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez développer une industrie de l'énergie solaire au niveau du Burkina Faso, il faut que nous puissions développer les métiers connexes à l'énergie solaire. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. Alors, merci à vous, M. Consembo, d'être venu nous voir. Nous allons donc vous demander de rejoindre votre place et nous passons tout de suite au téléphone avec M. Sylvestre Bassier qui nous appelle de Koudougou. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Alors, bonsoir, docteur. Et bonsoir aux téléspectateurs de la première chaîne burkinabé. Bonsoir. Et c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi l'exposé du docteur Ismaël. Et je tiens à le féliciter pour les efforts qu'il a eu à faire dans ce ministère. C'est un grand espoir pour nous et nous sommes vraiment très heureux. Et ma proposition est la suivante. Et on a remarqué aujourd'hui, pour un branchement, je prends un exemple, tu as besoin d'un branchement, et tu te trouves à 6 poteaux ton branchement se trouve à 6 poteaux des poteaux de l'État. Et que quelqu'un qui est dans la même ligne, sur la même ligne, paye déjà 3 poteaux. Si tu veux faire le branchement, on te demande encore de payer les mêmes 3 poteaux que l'autre avait payé, comme quoi on doit lui verser de l'argent. Et pourtant, l'argent n'est pas reversé à cette personne dans la réalité. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ma première question comme cela. Ok. Merci. Et j'ai une deuxième question. Oui, la deuxième préoccupation, il y a un projet qui a commencé dans le mois de décembre 2019. Et ça a commencé par la zone de Tinkorogo, Ouaga et puis Bobo, si je ne me trompe pas trop. Et le projet consistait à faire les branchements chez les gens. Tu partais, tu déposes ton dossier, on calcule comment ça peut coûter. Et ensuite, tu payais cette tranche et les tranches là et sur la facture de chaque mois, un peu jusqu'à ce que tu épuises ton crédit. Et qu'en est-il pour ma ville qui est la ville de Koudougou? Très bien. Je me dis que je me suis un peu exprimé bien. D'accord. Merci, M. Bassier. Félicitations à tout le monde. Merci à vous. Monsieur le ministre, alors, pour la réponse. Effectivement, c'est une excellente question qu'il a posée, à savoir la problématique donc, des branchements. Je puis vous dire qu'en moyenne, nous sommes à près de 230 000 par branchement. Ce n'est pas facile pour un ménage moyen. Et les deux questions sont en même temps liées parce que je vous avais parlé donc du projet PDCL. Nous nous sommes dit, il n'est pas donné à tous les Burkinabés de pouvoir débourser 230 000 et deux fois même jusqu'à 500 000 pour pouvoir faire donc le branchement quand tu dois payer des poteaux. Et nous nous sommes dit, une fois qu'un ménage est branché, il est branché pour pratiquement toute la vie. Pourquoi ne pas trouver des mécanismes pour que nous puissions faire l'investissement initial et lui, il paye par tempérament. Et c'est en cela donc que nous avons développé le projet PDCL. Et nous avons fait le projet pilote, je vous l'avais annoncé l'année passée, nous avons fait le projet pilote le 11 décembre au niveau de Tinkodogo. Un engouement incroyable. Ça veut dire, avec 3 000 francs, on vous pose le compteur. Et bon, chaque mois, en fonction de ce que vous avez, vous remboursez doucement, doucement, à l'occurrence de 5 à 10 ans, sans douleur, et vous avez de l'énergie tout de suite et maintenant. Et c'est ce que nous avons déjà démarré. Nous l'avons fait à Tinkodogo. Il y a eu quelques petites choses à recadrer. Nous l'avons fait et nous sommes prêts à nous déployer. Et je voudrais rassurer le téléspectateur parce que Koudougou est dans le pipe. Et donc tout de suite, nous allons démarrer avec ces grandes villes-là parce que bon, il faut aller aussi par étapes parce que quand on déploie cela, il y a un engouement incroyable. Et il faut que nous ayons les techniciens nécessaires pour pouvoir dérouler. Parce que ce n'est pas la peine que les gens viennent payer les 3 000 et attendent encore 2 mois ou 3 mois pour pouvoir avoir le compteur. Voilà pourquoi nous allons étape par étape.
Donc Koudgou est dedans, Bobo est dedans, Ouaga, Wayugia, et j'en oublie. Donc, Mais est-ce que là, ces genres de projets ne sont pas plus adaptés dans les zones rurales où les gens... C'est pour tout le monde. En zone rurale aussi, ça va être la même chose. Okay. Alors, on va le faire pour tout le monde. Voilà. En zone rurale, ABER aussi, qui est l'agence pour la promotion de l'énergie en milieu rural, va le faire. Donc, on va se déployer partout. Et maintenant, nous allons aller vers les compteurs intelligents. Je l'ai dit parce que, bon, les compteurs analogiques, nous avions pas mal de difficultés avec ça. Et maintenant, avec les compteurs intelligents, ben, écoutez, que ce soit avec les paiements Mobicash, que ce soit Orange Money, que ce soit avec les banques comme Coris, EcoBank, bon, toutes les banques, vous avez la possibilité donc de faire votre paiement. Nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. Je peux vous dire, tout n'est pas parfait, je suis d'accord, mais nous faisons tout ce qui est possible pour pouvoir satisfaire donc, les populations et leur faciliter la tâche. Donc, je voudrais rassurer le téléspectateur que nous allons les accompagner dans ce projet-là et rendre l'accès au branchement facile. En tout cas, les banques et les téléphoniques vous diront merci pour la publicité. Désolé. Monsieur Dabiré de Diebougou est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon. Nous vous écoutons. Bon, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je remercie le docteur pour l'effort qu'il fait pour l'électrification. Merci. Et merci beaucoup également pour tous les éclaircissements qu'il nous donne. Mais ma question, c'était savoir pourquoi l'électricité est aussi chère au Burkina. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pourquoi ne pas chercher à trouver un moyen pour avoir notre électricité propre au lieu d'aller chercher ailleurs? Nous avons des barrages qui peuvent nous donner de l'électricité. Les 200 milliards qui vont aller au Niger, pourquoi ne pas les investir ici pour avoir de l'électricité et qui va nous revenir beaucoup moins cher? J'ai fini et je vous remercie. Merci, M. Dabiré. Merci. Monsieur le ministre, pour les réponses. Alors, je voudrais remercier M. Dabiré pour son encouragement et son accompagnement. Et effectivement, nous avons un coût du kilowattheure qui est quand même assez cher. Mais il faut dire que c'est un coût du kilowattheure qui est plafonné depuis pratiquement 14 ans. Mais nous devons travailler parce que tout est intrinsèquement lié. Notre économie est liée au coût de l'énergie. Un industriel qui veut produire au Burkina, comparativement avec le Ghana ou un autre pays, ben, il va s'installer là où il peut avoir donc, un coût du kilowattheure moins cher. Et ça fait que ça handicape notre économie et l'industrialisation du Burkina. Donc, ce problème, vraiment, nous sommes vraiment focus sur ce problème. Mais il faut que j'informe quand même sur les réalités du Burkina Faso. Bon, quand vous importez de l'énergie de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et quand vous avez pratiquement plus de 50% de votre consommation qui vient de ces pays, nécessairement, et quand vous avez les pertes sur les lignes, et quand vous avez tout ce qu'il y a comme aléa, nécessairement, vous allez avoir le coût du kilowattheure qui est plus élevé ici que dans la sous-région. Deuxièmement, plus de 80% de notre production à l'interne est basée sur le DDO et le HFO. Vous savez que le DDO et le HFO, c'est aussi importé. On est à pratiquement 1000 km de la côte pour pouvoir arriver au Burkina Faso. Troisièmement, je vous dis que nous avons des machines de près de 35 ans qui fonctionnent toujours. 35 ans. Bon, quand vous mettez du fuel dans une machine comme ça, ben, c'est une perte colossale. Ce qui fait que malgré la subvention, comme je l'ai dit, notre production à l'interne est près de 150 francs le coût du kilowattheure. Donc si on enlève la subvention, on va se retrouver pratiquement à près de 200 francs le coût du kilowattheure. Ce qui fait que, bon, nous sommes un peu handicapés par cela. Mais comme je le dis, le bon Dieu ne nous laisse pas comme ça. Et comme M. Dabiré l'a dit, il y a d'autres solutions. Les alternatives, c'est vrai, il a parlé de l'hydroélectricité. Mais, bon, malheureusement, nous ne sommes pas très bien arrosés. Et quand on regarde le potentiel de tous nos barrages, bon, à part Bagré et Compiègne, quand vous regardez, nous sommes à pratiquement 20 MW et un peu moins. L'alternative viable que nous avons aujourd'hui, c'est le soleil.
Et avec le soleil, c'est des milliers de mégawatts que vous pouvez positionner. Et c'est pour cela que nous nous sommes résolument engagés sur ce sens-là. Et quand je regarde le coût de l'énergie que nous sortons donc de ces centrales solaires, je dis l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que si nous allons dans ce sens-là, vous allez avoir un coût du kilowattheure qui est moindre et nous allons pouvoir distribuer ce coût du kilowattheure-là à tout le monde. Et je pense que c'est la voie à suivre pour le Burkina Faso. D'où le sérieux que nous sommes en train de mettre pour pouvoir contrôler le secteur. Il fait de ce secteur-là un secteur productif et très sérieux. Je suis content qu'il y ait des investisseurs burkinabés qui nous accompagnent dans ce sens-là. Il y a un investisseur qui a déjà mis en place une usine d'assemblage de panneaux solaires que nous allons inaugurer probablement dans le mois de juin ou le mois de juillet. Vraiment, c'est une satisfaction de voir qu'il y a comme un mouvement d'ensemble qui est en train d'aller donc vers le solaire et ça nous permettra donc de réduire les coûts donc du kilowattheure. Monsieur Barthélémy Ninkiema nous appelle de Ouagadougou. Nous l'écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, comment allez-vous? Oui, nous allons bien. Votre question, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est pour remercier le ministre de l'Énergie. Merci. Allez-y, Bon, nous vous pour écoutons. remercier le ministre de l'Énergie. Merci. Et concernant cette année au niveau de l'énergie, cette année-là, ça vaut mieux. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste téléviseur, s'il vous plaît, ou vous éloigner tout simplement? Je suis bien éloigné de la poste téléviseur. D'accord. Allez-y. C'est bon? Oui, allez-y, on vous entend. Ok, j'ai dit cette année-là, au niveau de l'électricité, ça vaut, il y a eu beaucoup de l'amélioration, quoi. D'accord, votre question, Voilà, c'est donc laquelle? c'est pour lui remercier et le dire de continuer comme ça nous fait du bien. D'accord. Monsieur le ministre a écouté vos encouragements. Voilà. Merci. Merci, monsieur Barthélémy. Bon. Là, c'est juste un commentaire. Oui, c'est juste des encouragements. Je lui dis merci. Merci. Monsieur le ministre de l'Énergie qui Oui. appelle pour l'encourager. Bon, merci. Nous allons passer à la question plateforme. Oui. Nous allons découvrir ensemble à l'écran, monsieur le ministre, monsieur Mindieba. Alors, on n'arrive pas à bien lire. OK. Qu'en est-il des 10 jeunes par commune que vous avez fait la promesse de former en énergie solaire par l'ANERE? L'année dernière, lorsque vous étiez sur ce plateau, ont-ils été formés? Sinon, pourquoi? Non, je pense que c'est une promesse que nous avons tenue, encore une fois de plus. Nous avons formé, pas 10 jeunes, mais 5 000 jeunes à travers le Burkina. Toutes les régions, sans exception, ont été concernées. Même des zones où les gens ne veulent pas aller, on y est allé, on a formé les jeunes là-bas. Pour dire qu'il n'y a pas un seul coin ou recoin où l'énergie solaire ne va passer et repasser. C'est vraiment l'avenir pour le Burkina Faso. Nous avons commencé avec 5 000 jeunes, nous allons encore faire la même chose. Et je profite pour remercier ceux qui ont cru en nous et nous ont accompagnés. Je ne sais pas si je peux dire leur nom, mais ils se reconnaîtront. Et nous ont accompagnés pour faire la formation des 5 000 jeunes. Et nous sommes maintenant en train de passer maintenant à la seconde étape, qui est d'outiller ces jeunes-là avec des kits solaires. Ça veut dire qu'ils vont avoir un kit minimum pour pouvoir faire des installations, pour pouvoir faire donc le travail. Et nous venons de boucler le financement pour cela. Et les choses ont été lancées. Et s'il plaît à Dieu, nous allons encore revenir vers vous pour que vous puissiez couvrir cet événement. Et je pense que ça va donner vraiment un top départ de beaucoup de bonnes choses pour la jeunesse du Burkina Faso. Une autre question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. L'héroïne du Faso, du centre. Peut-on avoir une idée sur l'avancement des projets de construction de centrales solaires dans plusieurs localités telles que Maturku, 17 MW, Douri, 6 MW, Diapaga, 2 MW, Ngawa, 1 MW. Qu'en est-il de l'extension de la centrale des Actuli, 17 MW, pour porter sa capacité à 50 MW? Très bien. Non, c'est ce que je vous disais dans mon exposé. Effectivement, pour les centrales donc, de Dori, Gawa, Diapaga,
c'est des financements AFD, c'est déjà bouclé. Et je pense, Agence française de développement. Agence française de développement. Et donc, les marchés ont été déjà lancés au niveau donc, de la Sonabel. Nous allons avoir 43 MW à Ouaga, 6,29 MW à Dori. À Gawa, ça va être 1,13 MW. À Djapara, ça va être 2,2 MW. À Koudougou, ça va être Banque mondiale, 20 MW. À Kaya, ça va être 10 MW. Et ça, c'est déjà bouclé. Et vous pouvez le voir, c'est déjà signé au niveau donc, de ces différents projets. Et nous allons suivre ça, en tout cas pas à pas, pour que vraiment ça puisse se réaliser. Et pourquoi Gawa particulièrement, c'est 1,3 ça c'est chez nous, ça. Oui, ce n'est que le début. Hein. Chez vous, ne vous inquiétez pas. Pour vous taquiner, nous allons découvrir une autre question. Plateforme de M. Mamadou Kabouré. Bonsoir, Monsieur le ministre. Félicitations pour le projet PEPU. Cependant, les habitants du quartier Basenko, voisins de Rimkieta, se demandent toujours à quoi doivent-ils s'attendre. Seront-ils bénéficiaires, oui ou non, du projet PEPU, car en étant en zone périurbaine? Absolument. Non, effectivement, j'ai eu une tournée pour voir un peu l'état d'avancement du projet PEPU. Nous étions à pratiquement 95% donc de réalisation, ce qui augure de bonnes choses. Effectivement, quand nous sommes arrivés à Rimkieta, nous sommes à Rimkieta et on regarde Basenko. Et j'ai même rencontré une délégation de Basenko. Je profite à saluer aussi la délégation de Basenko qui est venue me voir au niveau du ministère, qui a fait donc la demande. Et effectivement, Basenko est dans le planning pour le PEPU 2. Voilà. Donc, je leur annonce la bonne nouvelle. Nous avons bouclé avec la Banque africaine de développement, mais malheureusement, il va falloir attendre l'année prochaine pour le démarrage de PEPU 2. Donc, Basenko... Alors qu'on est en année électorale... je ne vais pas mentir ici. Je vais dire la vérité parce que, effectivement, entre le projet, parce qu'il faut faire les études de terrain, il faut déployer un certain nombre de choses, il faut boucler le financement. Je vous dis, pour électrifier un quartier, il faut non seulement au minimum la moyenne tension pour pouvoir y arriver, des transfos pour pouvoir descendre l'énergie et pouvoir la distribuer, toute la connexion, les poteaux. Et quand vous regardez, c'est des milliards rien que pour investir pour un quartier. Donc, je serais très content si j'ai les investissements nécessaires pour pouvoir les déployer. Parce que je suis un peu peiné quand nous avons la possibilité de produire suffisamment d'énergie, mais par le manque de transport, on ne peut pas distribuer ça à tout le monde. C'est un peu avec un pincement au cœur. Et je le dis aussi quand nous voyons la saison des pluies. Vous avez, toutes nos lignes sont pratiquement aériennes. Vous avez une ligne de près de 200 km entre, par exemple, Bobo ou une autre région. Pour une branche qui est tombée sur un fil, vous avez des populations qui vont être coupées de l'énergie pendant peut-être 4 heures, 5 heures, ou voire même une journée. Tout ça parce que, bon, notre investissement à ce niveau-là a péché pendant un moment donné. Il faut le reconnaître. C'est une faiblesse aussi que nous avons et nous travaillons à pouvoir remonter cela. Et je peux vous assurer qu'il y a un travail de fond qui est fait par mes collaborateurs et je profite de les saluer parce qu'ils font un travail de fond, ils font un travail de fourmi, on ne les voit pas. Ils sont, pendant ce temps que je vous parle, il y a des gens qui sont sur la voie en train de vouloir identifier des zones où il y a un problème pour régler. Ils ne dorment pas, d'autres sont dans les centrales et c'est eux qui font le travail. Moi, je suis là, assis, mais c'est eux qui font le travail à la base et je tenais vraiment à les saluer, à les encourager pour le travail qu'ils font. On va découvrir une question de M. Jean-Baptiste Zida, ensemble à l'écran. Bonsoir. Comment expliquer que depuis décembre 2019, les fils soient fixés et on ne peut pas avoir un branchement? Qu'est-ce qui explique le long temps pour avoir les compteurs, surtout nous qui ne connaissons pas quelqu'un? Non. Il n'y a pas de nous qui ne connaissons pas quelqu'un pour avoir un branchement. Je le reconnais, deux fois, nous avons des pénuries de cash power, de compteurs ou même de matériaux pour pouvoir donc faire la connexion. Mais deux fois, il y a que les travaux aussi ne sont pas encore finis.
Parce qu'avant même que vous n'ayez le jus, il faut d'abord que toute la connexion soit faite dans le secteur, avant qu'on ne mette le transfo en marche. Donc, peut-être qu'il y a un délai dans la mise en place, mais je voudrais rassurer que nous avons un stock important de compteurs qui sont arrivés, et je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, ça va pouvoir se déployer. Comme je vous l'ai dit, pour le projet PEPU, nous sommes à pratiquement 50 000 compteurs qui sont déjà arrivés. Quand vous prenez Pérel, là aussi nous serons à pratiquement 35 000 branchements. Quand vous voyez PDCL, nous sommes à 50 000 branchements. Donc ça vous dit, nous avons été un peu retardés par le Covid et par tout ce qu'il y a comme importation, mais je pense que tout a été accéléré et la majorité donc des compteurs donc, sont déjà arrivés et certains même vont arriver donc d'ici mi-juin comme ça. Donc je pense que ça pourra se résoudre. M. Hussein Ouedraogo qui est là. Pendant ce temps, nous allons découvrir une question sur la plateforme de M. Boukari Boli. À quand la baisse du coût de l'électricité pour les industries, la non-maîtrise de ce facteur est un amplificateur de la fraude. La conséquence directe est la faillite de ces PMI. Aussi, je plaide pour une politique discriminatoire pour les PMI de l'agro-industrie avec des tarifs préférentiels. Alors, comme je le disais, vraiment, c'est un maillon important donc, de notre économie. Et le coût du kilowattheure les handicape. Je suis parfaitement conscient. Et vous vous rappelez que l'année passée, nous avions parlé du projet Backup solaire. Et l'objectif du projet Backup solaire, c'est d'accompagner aussi les PME-PMI. Vraiment, nous avons eu un très bon retour par rapport à ce projet-là, qui va se boucler malheureusement d'ici la fin donc, du mois de juin. Et ça permettait donc à ces PME-PMI d'avoir une installation solaire garantie et ils payaient donc par tempérament. Donc ça veut dire que dans le même mécanisme que nous voulons faire pour le projet PDCL, nous avons déployé des backups solaires pour les PME-PMI. Mais je dis, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais comme je dis, notre objectif n'est pas de tout faire, mais c'est aussi d'attirer le secteur privé avec nous. Une fois que le mécanisme est maîtrisé, le secteur privé pourra nous accompagner aussi pour la production, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, à quand la réduction du coût du kilowattheure? J'ai bon espoir qu'avec ce qui est en train de se passer, avec les différentes interconnexions, avec le développement donc, des différentes centrales solaires, l'espoir est permis pour, pour la réduction donc, du coût du kilowattheure. Et même, pas plus tard donc, que ce matin à l'Assemblée, c'était une question vraiment qui est revenue et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler et je puis vous assurer que ça va, la courbe va aller donc vers la descente et pas vers la croissance. Comme j'ai le consommateur maison qui est en face de moi, je puis vous assurer. La question de la consommation. On va donc passer la parole à M. Hussein Ouedraogo de la Ligue des consommateurs. Vous avez 10 minutes pour échanger directement avec M. le ministre. On va vous demander de ne plus revenir sur les aspects qu'on a déjà abordés. Très bien. Merci bien, Simon Gongo. Merci bien, M. le ministre. D'entrée de jeu, Simon Gongo, vous allez constater avec moi que M. le ministre a fait tout un égrenage d'une panoplie d'efforts consentis dans le domaine énergétique pour satisfaire les besoins des consommateurs. Mais quand cela ne tienne, on vous félicite toujours, mais quand cela ne tienne, il y a des inquiétudes. Absolument. Les inquiétudes que j'ai en tout cas posées sont à 4 dimensions. La toute première, un peu relative au contrat. Le contrat que le consommateur souscrit avec la Sonabel est un contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion, c'est le contrat à l'intérieur duquel les clauses contractuelles n'ont pas fait l'objet de discussions. Maintenant, si on prend la règle des 230 plus ou moins 10%, dans le contrat que le consommateur a avec la Sonabel, il doit recevoir, M. Simon Gongo, au bord de ses équipements entre 207 et 253 volts. On constate que la plupart des ménages ont des tensions inférieures à 200 volts, entraînant des désagréments divers, des dysfonctionnements, des destructions même d'appareils avec des plaintes que nous avons enregistrées au sein de notre bureau exécutif national. D'où la question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui sera fait pour résoudre cette difficulté? Très bien. Non, effectivement, la baisse de tension dans les quartiers, c'est un problème par rapport au confort du consommateur.
nous sommes conscients de ce problème parce que au moment donc de la pose des transformateurs, généralement les quartiers ne sont pas très développés et au fil du temps, la population augmente, la consommation augmente et malheureusement la baisse de tension, si vous le remarquez, ça se passe généralement au moment où on a les fortes chaleurs, pendant la canicule. Et c'est en ce moment que tout le monde a mis son climatiseur, son brasseur et tout est à une puissance assez importante. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça dépasse le dimensionnement qui avait été fait pour le quartier. Malheureusement, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est que nous n'avons pas un smart grid. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité de lire ce qui se passe dans tous les transfos qui sont déployés au niveau donc de Ouaga. Donc, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il faut que les consommateurs nous reviennent pour dire « Ah, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes ». Et à ce moment, nous essayons de déployer une équipe qui va venir redimensionner les transfos. Généralement, nous changeons le transfo avec un transfo qui est encore plus élevé et pour pouvoir permettre donc de rehausser donc, le niveau donc, de la tension. Et je prends un exemple. À Samba, par exemple, il y a de cela 2 jours, ils ont eu un blackout pratiquement à la même heure. Alors que non, nous, quand nous regardons au niveau du dispatching, le départ est fermé. Parce que nous, le dispatching, ce qu'il peut voir, c'est le départ. Ça veut dire toute la ligne de Saba jusqu'à Zorgo, toute la couverture, toute la ligne. C'est tout ce que nous pouvons voir. Maintenant, ce qui se passe dans le secteur, malheureusement, nous n'arrivons pas à le voir. Nous sommes en train de déployer un mécanisme, un système qui va nous permettre maintenant de lire ce qui se passe dans votre transfo pour pouvoir travailler à rehausser le niveau donc, de la tension, de telle sorte que une fois que nous nous rendons compte qu'il y a un problème à ce niveau, nous redimensionnons et nous permettons vraiment d'améliorer la qualité du service. Toujours vraiment, dans cette dynamique, quand il y a des destructions d'appareils, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Vraiment, je tiens très sincèrement à m'excuser par rapport à tout ce qui se passe comme désagrément pour le consommateur, les destructions d'appareils. Honnêtement, c'est désagréable quand tu as ton appareil et que les choses se passent et que ça se grille. Bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Permettez-moi d'abord quand même de m'excuser et d'aller de l'avant. Bon, si vous ne me permettez pas, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Le téléspectateur veut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Déjà, vous le savez, en tant que Ligue des consommateurs, que dans certains cas, nous avons remboursé pas mal d'appareils. Nous avons remboursé pas mal de choses. Mais il y a des cas où on n'arrive pas à détecter si réellement la faute nous incombe ou bien incombe aux consommateurs. Parce qu'il y a aussi des consommateurs qui font des fautes. Le câblage au niveau donc de votre maison, cela vous incombe. Et quand vous ne faites pas un bon câblage au niveau de la maison, ça vous envoie des problèmes inutiles. Quand vous n'avez pas les mécanismes qu'il faut pour pouvoir vous protéger, alors ça ne vous met pas à l'abri. Donc il faut dire que la faute est partagée deux fois. Je le reconnais. Que nous, deux fois, la faute nous incombe et on l'assume et on essaie donc de gérer le préjudice, mais deux fois aussi la faute vous incombe. Et je profite pour vous demander aux consommateurs deux fois de faire un bon câblage. Ça ne coûte rien d'appeler un bon électricien, il vous fait un bon câblage et vous êtes à l'abri de tous les problèmes. Nous avons vu des incendies et pas mal de choses dues à cela. Merci, voilà. Monsieur le ministre. Alors, la deuxième question, elle est relative un peu au droit d'accès. Absolument. Quand on prend un peu l'article 18 de la Constitution qui doit être par référendum, on se rend compte que l'énergie, à l'image du droit d'accès à l'eau aussi, est un droit fondamental. Ouais. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Ouais. Et en la matière pour l'accès facile et durable à l'énergie, et je dirais bien de non-régression, le consommateur bourguibé s'inquiète sur les délestages, d'où la question, quelle est la prévision pour sécuriser le réseau de distribution afin d'éviter les coupures d'artères? Effectivement, les coupures, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de coupures. Mais l'année passée, monsieur le ministre, sur ce même plateau, monsieur le ministre nous a assuré qu'il n'y aura pas de coupures. Je n'ai pas de coupures. J'ai dit nous allons atteindre l'offre et la demande. Parce que moi, c'est mon secteur. Je connais, même oui, secteur, que ce soit à Washington, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, partout, il y a des coupures. Maintenant, le problème qu'il y a, il faut travailler à réduire le temps entre la coupure et le retour de l'énergie. Je vous donne un exemple. On n'a pas de réserve froide au Burkina Faso, vous le savez. Si. Ce qui veut dire
que nous sommes à N-1. Si nous perdons la ligne avec la Côte d'Ivoire, qui est à près de 100 MW, nous n'avons pas de puissance de 100 MW à l'interne pour pouvoir répondre à ça. Voilà le problème. Donc il faut que nous puissions travailler, avoir une réserve froide au niveau du Burkina. De telle sorte que si nous perdons 200 MW sur une ligne, nous sommes à mesure de pouvoir rapidement redémarrer les machines. Et deuxièmement... Mais quelle est la solution que vous apportez dans l'immédiat? Mais attendez que je vous fasse le diagnostic et je vous propose la solution. Deuxièmement, quand vous avez une machine au DDO et au HFO, pour la démarrer, pour qu'elle soit... Ça veut dire nos machines thermiques. Ça veut dire le fuel lourd. Mais pour démarrer la machine, pour qu'elle puisse être à mesure de produire à son maximum, il te faut des fois au minimum 45 minutes à 1 heure. Donc, entre le temps de démarrage de la machine, pour qu'elle puisse être au top, pour que nous puissions réinjecter dans le réseau, ben, vous avez pratiquement 45 minutes à 1 heure. Donc, la solution que nous avons, c'est il faudrait que nous puissions faire des investissements encore à l'interne. Et je pense qu'on en parlait au début donc, de l'émission. Il faut aussi une sécurité énergétique au niveau du Burkina Faso. Et nous travaillons à cela. Deuxièmement, les machines à gaz sont plus réactives qu'une machine au DDO et au HFO. Bon, Dieu merci, maintenant avec le LNG, qui est le gaz liquéfié, des solutions sont en train d'être proposées au Burkina. Et la dernière fois, quand nous étions à Komsilga, nous avons parlé à la presse, nous avons expliqué que nous allons faire une extraction de 50 MW là-bas avec du gaz. De telle sorte que même si nous perdons une ligne, rapidement, nous allons pouvoir injecter près de 50 MW pour pouvoir reprendre. Deuxièmement, avec l'énergie solaire, nous avons une possibilité avec les batteries. Et c'est ce que nous allons faire avec le projet Yellen. Et c'est déjà, comme je l'ai dit, l'investissement est déjà acquis et ça va démarrer. Nous allons avoir des batteries à près de 4-5 MW qui vont permettre rapidement de réinjecter pendant peut-être 1 heure ou 2 heures une certaine puissance dans le réseau et ça permet de lisser et de rééquilibrer les pertes. Donc, ça vous dit, c'est des investissements lourds, ça ne peut pas se faire tout de suite, mais nous sommes en tout cas en train de travailler. Le consommateur pensait beaucoup plus au réseau maillé pour éviter les coupures d'artère. Oui, mais c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce qu'une fois que vous n'avez pas la puissance pour pouvoir l'injecter, et même quand nous parlons par exemple de l'énergie solaire dans les quartiers où les gens peuvent se partager l'énergie, ben, il faut pouvoir identifier quelle est la capacité qu'un ménage a pour pouvoir réinjecter, pour pouvoir distribuer avec ses voisins. Donc, tous ces mécanismes-là, quand vous regardez, ce n'est pas aussi simple qu'on le voit sur le papier. Et il y a des solutions qui ont été proposées, mais je peux vous assurer qu'à l'heure où je vous parle, la possibilité que nous avons, soit nous allons avoir une 3e ligne qui va équilibrer encore, parce que si nous perdons une ligne, la 3e ligne peut pouvoir reprendre, et c'est ce qui va se passer avec la dorsale nord. L'investissement a été acquis avec l'AFD ce matin, et nous allons aussi avoir les mécanismes avec donc la puissance des batteries et le gaz. Je pense qu'avec ces 3 solutions, on peut être à mesure d'augmenter la satisfaction des consommateurs et nous travaillons dans ce sens. Oui, le consommateur en tout cas a besoin d'être rassuré, absolument, comme si votre département était une société d'assurance et de réassurance. Mais toujours est-il que si je vais vous... si je vais saisir la balle au rebond suite à vos propos, vous avez dit que plus de 50% de l'énergie vient de l'extérieur. Et vous-même, vous avez dit que si vous dormez sur la natte de votre voisin, vous dormez à même le sol. Donc les sources énergétiques, on a le thermique diesel, l'hydroélectricité et le solaire voltaïque. Mais on constate que la source thermique est l'option la plus utilisée dans la chaîne de production de la Sonabel, soit dans l'ordre de 875 gigawatts par heure sur l'année 2018, contre 91 pour l'hydroélectricité et 54 pour le solaire. Mais vous voyez avec moi, et vous le constatez, tous les téléspectateurs le constatent, que le solaire savait être l'alternative privilégiée pour nous permettre de ne pas dépendre de l'extérieur et d'éviter le problème de transport et surtout de distribution avec des investissements comme ce que nous avons constaté ce soir lors de votre passage au journal de 20h sur les 200 milliards d'interconnexions avec le Nigeria. Donc on se demande, est-ce qu'il ne faut pas davantage plus investir sur le solaire pour permettre notre indépendance totale vis-à-vis de l'extérieur en termes d'énergie? Alors, vous savez, il faut savoir qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous n'avions pas d'autre choix
que l'interconnexion avec les voisins. Soit on allait le faire, soit on n'allait pas être à mesure de répondre à la demande de la population. C'est un. Parce que nous n'avions pas suffisamment de machines à l'intérieur pour produire suffisamment pour répondre à la demande. Ça, c'est un. Deuxièmement, le coût faisait que nous étions obligés de faire appel aux voisins. Et je pense que nous sommes dans un monde qui va être de plus en plus interconnecté. Mais ce qui est important, et je suis parfaitement d'accord avec vous, que le solaire, c'est une alternative pour le Burkina Faso. Mais vous savez, le solaire aussi a ses limites. Et pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons être autonomes à 100% avec l'énergie solaire au niveau du Burkina Faso. D'où la nécessité, pendant un certain temps, de pouvoir faire appel à nos voisins. À un moment donné, nous l'avons dit, notre ambition, c'est aussi qu'à un moment donné, le Burkina Faso puisse exporter l'énergie solaire. Mais quand on l'a dit, on a dit, ah, ce jeune-là, il est fou, Mais aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus, tout le monde parle de l'énergie solaire, tout le monde dit que c'est l'alternative pour le Burkina Faso. Alhamdoulilah. Ça veut dire que, et je termine avec sa question, il faut savoir que l'énergie solaire aujourd'hui, c'est l'opportunité pour le Burkina Faso, mais nous devons travailler à pouvoir sécuriser ce secteur-là et faire de telle sorte que ce soit les petits ménages, que ce soit les PME, PMI ou que ce soit les grandes centrales, nous puissions avoir une grande diversité par rapport à l'énergie solaire. D'accord. On va vous dire merci, M. Ouedraogo, parce qu'on a débordé énormément sur votre temps. Ouais. M. Joanny Zongo a une question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Bonsoir, Monsieur le ministre. Félicitations pour les efforts consentis par votre département avec l'appui du secteur privé qui intervient dans la production pour réduire très considérablement les coupures d'électricité. À quand sa participation sera étendue dans la distribution? Vraiment, c'est une très bonne question et je profite de votre micro pour lancer un appel donc, au secteur privé parce que la difficulté avec le secteur privé pour le transport et la distribution, c'est que le secteur privé va là où il y a un intérêt, là où ils peuvent avoir un retour sur investissement rapide. Alors, vous vous imaginez une région où il n'y a pas de potentiel, où il n'y a pas beaucoup de gens, le privé ne va pas aller là-bas. Alors que c'est au rôle régalien de l'État de faire de telle sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie. D'où le fait que ce n'est pas nous qui ne voulons pas, mais c'est le secteur privé qui préfère beaucoup plus aller vers la production parce que le retour sur investissement est plus important là-bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très ouverts pour le secteur donc, de la distribution et du transport pour voir s'il y a des investissements privés qui peuvent nous accompagner dans ce sens-là, à des conditions qui satisfassent en tout cas le mécanisme d'investissement dans ce secteur-là. Vraiment, nous sommes preneurs. Donc, c'est un appel et je pense que nous sommes ouverts donc, à la discussion et aux échanges par rapport à cela. Mais pour le moment, c'est l'État qui s'occupe réellement donc, de ces secteurs-là. Monsieur Kamalo Somda, une autre question. Nous allons demander à Monsieur Ouedraogo de rejoindre sa place. Nous allons découvrir donc, Monsieur le ministre, dans certains secteurs de la ville, nous avons de 150 à 170 volts mettant en péril certains de nos équipements. Okay. Comment l'expliquer et comment y remédier? Alors, c'est comme ce que j'avais dit précédemment. Je crois qu'on ne va pas tirer la question, on vient de l'expliquer tout à l'heure. C'est juste que les quartiers ont augmenté en gabarit, les consommateurs ont augmenté en capacité de consommation, bon, ce qui fait qu'au moment donc, du pic, la tension baisse de façon drastique et la solution, c'est changer le transfort. On en a largement parlé tout à l'heure avec M. Ouedraogo. Merci. On va découvrir encore une autre question avec M. Pati Gitsom Ouedraogo. Est-ce que la technique d'énergisation du câble de garde en vue d'électrifier les villes et villages traversés par la ligne de 225 kV Ouagabobo ne fragilise pas
la stabilité de cette ligne? Si oui, y a-t-il eu une erreur au niveau des études? Sera-t-elle également utilisée sur la dorsale nord? Non, je pense que... J'avoue que c'est très technique. Oui, c'est D'abord, très technique. expliquez-nous en français facile pour qu'on puisse comprendre, parce que les téléspectateurs ont vous besoin avez de une ligne de comprendre. 225 Oui. qui va généralement, pour les grandes distances, on va en 225. Parce qu'il y a trop de pertes avec la moyenne et la basse tension. Donc, si on veut transporter entre des grandes distances, il vaut mieux aller en 225. Mais si nous voulons descendre la ligne à un moment donné, ce qui est faisable, ça veut dire que le problème, c'est le coût. On regarde quel est le coût si nous allons descendre de la 225 pour pouvoir donc distribuer en basse tension pour une population de peut-être 100 habitants. Donc, c'est une comparaison entre donc, le gain et le coût que nous avons par rapport à ça. Pour la dorsale, non, c'est la même chose que nous allons faire. Tous les villages qui sont dans un rayon de 10 km de la ligne vont avoir accès à l'électrification rurale. Voilà, ça c'est un investissement qui va être fait, mais ça n'a pas de problème, ça n'a aucun problème donc, avec la stabilité du réseau ou quoi que ce soit. Au contraire, tout est bien calculé. Et le seul problème, c'est si la demande est plus forte que l'offre. Bon, quand la demande est plus forte que l'offre, à un moment donné, soit le réseau tombe, ou bien il faut ouvrir un certain nombre de départs. Une autre question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble, c'est la question de M. Diallo du Mali. Monsieur le ministre a évoqué la question de la production thermique et du vieillissement des générateurs thermiques, certains âgés de 35 ans. Aujourd'hui, quelle analyse économique concrète est faite pour décider du maintien ou pas de ces vieux générateurs? Alors, je voudrais remercier M. Diallo qui semble s'y connaître. Non, la solution, c'est le déclassement de ces machines-là. Et nous sommes dans une politique pour les déclasser. Mais bon, il faut déclasser avec quelque chose. Nous ne pouvons pas les déclasser parce que nous n'avons pas de nouvelles machines. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, il y a les 50 MW de Kosodo qui sont déjà en train d'arriver. Il y aura l'extension donc de Komsilga. Déjà, ça va permettre rapidement de déclasser quelques machines. Mais tant que l'investissement ne va pas continuer dans cette logique-là, nous serons obligés à un moment donné de revenir démarrer encore certaines machines qui étaient mises sous silence. Mais j'ai bon espoir qu'avec le rythme que nous avons imprimé, les investissements dans le secteur, avec l'arrivée donc du privé pour les centrales solaires, l'arrivée du privé pour les centrales à gaz et même pour le thermique, nous sommes confiants que vraiment nous allons pouvoir donc déclasser ces machines-là. Et au niveau de la Sonavel, nous avons fait une étude pour que graduellement ces machines-là puissent être déclassées. Donc le document est prêt. On va prendre une autre question de M. Ouattara, toujours sur la plateforme. Pourquoi ne pas expérimenter les centrales solaires à concentration? Elles permettent de pallier aux soucis des accumulateurs qui donnent des résultats décevants. Ouais. Effectivement, pour M. Ouattara, c'est vrai, les CSP, les centrales à concentration, c'est effectivement une bonne idée, surtout pour conserver donc la chaleur la nuit, pour pouvoir pallier au manque, parce que le solaire en PV, c'est la journée. Les centrales en CSP vraiment peuvent pallier à ce manque la nuit. Malheureusement, la difficulté avec le CSP, c'est que pour le moment, c'est seulement au Maroc, avec Ouarzazate 1 et 2, et nous 1 et 2 du moins à Ouarzazate, que nous avons des CSP qui ont une capacité de près de 200 MW. Et c'est des investissements très importants. Et la technologie, je peux vous dire que jusqu'à l'heure, là, c'est les Chinois qui sont dans les centrales à Ouarzazate là-bas. Donc, je dis, le coût du kilowattheure que nous sortons de ces CSP-là, comparé au PV, il n'y a pas commune mesure. Et même, ce qui est intéressant maintenant, c'est que le PV plus les batteries est maintenant moins cher que les CSP. Bon, donc je le dis, c'est vrai, c'est une technologie qui est là, et même au niveau des DSIE, il y a eu un travail qui a été fait à petite échelle, je pense pour autour donc, de 100 kW, mais à grande échelle, ça n'a pas été expérimenté ni ici ni dans la sous-région.
alors que le solaire en PV nous donne donc des résultats qui sont satisfaisants et avec des coûts qui sont très très intéressants et moins chers que le CSP. Donc c'est une opportunité de business, comme on le dit, en matière donc de coûts. D'accord. Voilà. Une autre question qu'on va découvrir ensemble sur la plateforme. Une question de Monsieur Dr Mano. Alors, nous faisons le constat amer que le Burkina Faso importe du matériel électroménager de grande puissance atteignant 2000 watts, interdit en Europe. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Bon, effectivement, il a raison parce que c'est pour cela que nous sommes en train de faire le plaidoyer pour l'efficacité énergétique. Parce que ce n'est pas la peine quand vous n'avez pas suffisamment d'énergie de gaspiller. Malheureusement, avec ce que nous avons comme au revoir la France, au revoir je ne sais quoi, bon, il y a des choses qui arrivent, mais on n'a pas la capacité donc de vérifier tout ce qui rentre sur le terrain. Et il y a des gens qui prennent des frigos, et qui prennent des fers à repasser, et ils sont en train donc d'exploser leur consommation en énergie. Et je profite donc de votre antenne pour conseiller la consommation. Même la télé. Aujourd'hui, nous avons des télés qui sont en LED et qui consomment pratiquement rien. Alors que les gens sont à l'analogique avec des télés qui consomment encore trop d'énergie. Même la climatisation. Mieux vaut mettre 400 000 dans un climatiseur qui va te permettre de réduire chaque mois ta consommation d'énergie de près de 50 000 ou de 60 000 que de prendre 300 000 ou 250 000, payer un climatiseur qui va t'envoyer, en tout cas, qui va envoyer une longue facture. Donc, le type d'investissement que nous faisons, le type de matériel électroménager que nous avons au niveau donc, de nos ménages, nous permet d'être confortables en matière donc, de consommation d'énergie et de coût de l'énergie. Donc, vraiment, il a mis le doigt sur quelque chose d'important. Et je préfère vous dire que pour le secteur donc, de l'efficacité énergétique, rien qu'avec les lampes LED et les luminettes LED, nous avons été à mesure d'économiser 21 MW, rien qu'avec les luminettes LED. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça a un impact très significatif sur notre consommation. Kalifou, Monsieur Kalifou Diallo nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gongo. Nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà. Je suis Diallo Kalifou au niveau de la cité de Basenko. Ah. Je suis le vice-président de la Fédération des associations de cité de Basenko. Absolument. Et nous sommes reconnaissants du fait que vous ayez donné des réponses par rapport à l'électrification de la zone de Basenko. Oui. Mais maintenant, nous voulons nous rassurer parce que nous étions là et nous avons vu effectivement parler de l'électrification de la zone de Basenko. On a sauté les zones des promoteurs privés et amené vers un lycée scientifique, laissant vraiment une bonne partie de la population sans électricité. Ouais. Vous parlez de l'électrification de la zone de Basenko, mais c'est quelle zone de Basenko? Okay. Parce que nous ne voudrions pas que nous serons vraiment déçus de savoir que ils vont sauter les zones encore des promoteurs privés pour aller encore au niveau des zones de l'État. Ouais. Réellement, nous voudrions que ce soir vous nous rassurez de savoir que est-ce que l'électrification de la cité de Basenko prend en compte toute la composante de la cité de Basenko, à savoir les promoteurs privés qui sont là et qui attendent vraiment longtemps l'électrification. Okay. Ouais. Monsieur le ministre. Très bien. Bon, il met le doigt un peu sur quelque chose qui se passe, qui n'est pas joli, parce que quand on est un promoteur privé et quand on veut viabiliser des parcelles, l'électricité, le coût de l'électricité est compris dans le coût de la parcelle, les aménagements sont compris. Donc, il n'y a pas de raison, et nous sommes, effectivement, ils ont fait une délégation, ils sont venus me voir. J'étais un peu sidéré de voir certaines choses. Ils ont été grugés, malheureusement, parce que des gens ont promis, des promoteurs immobiliers ont promis que tu payes la parcelle, ça va être viabilisé, il y aura l'énergie, il y aura tout. Et on se rend compte que ces gens-là, une fois qu'ils ont pris leur argent, ils ne font plus l'investissement nécessaire pour l'énergie, ni l'eau, ni rien du tout. Mais nous avons la responsabilité de le faire maintenant, mais je le dis, c'est pour cela que certaines zones sont en souffrance,
Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller faire de l'électrification. Il y a un planning, il y a de l'investissement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui font que du jour au lendemain, bon, on est posé par des problèmes qui sont très sérieux. Je ne vous citerai pas certains coins, mais nous nous sommes retrouvés avec des populations qui étaient laissées à elles-mêmes et nous étions obligés de trouver pas moins d'1 milliard en urgence pour pouvoir investir et pour permettre aux gens d'avoir accès à l'énergie. Et ça, bon, vous-même, vous connaissez nos budgets qui ne sont pas extensibles. Parce qu'il appartenait aux promoteurs privés. Absolument. De payer les coûts liés à cette électrification. Malheureusement, on se rend compte que ces gens-là sont grigés. Donc, je voudrais les rassurer qu'ils sont tous des Burkinabés et que nous avons l'obligation de faire cet investissement-là pour tout le monde. Mais je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. Et quand on se lance vraiment dans l'achat des parcelles et de ces choses-là, de se rassurer vraiment de certains garde-fous parce qu'il y a des marchands d'illusions des fois qui nous amènent vers des problèmes. D'accord. Voilà. Je ne sais plus... Alors, donc, pendant que Housseni Kindo se prépare pour la partie vérification, je crois qu'on n'a plus de... On va découvrir une question plateforme méditant. OK. Alors, Monsieur le ministre, en entendant d'avoir une question plateforme, il y a une note que j'ai ici, que des efforts, quelqu'un qui vous demande que vous puissiez faire des efforts au niveau des sites web, aussi bien de la Sonavel que de votre ministère même. Afin que l'on puisse suivre aussi les projets que vous réalisez sur le terrain, parce que jusque-là, voilà. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout que nous puissions, et nous avons démarré, que nous puissions permettre à ce que vous rentrez sur le site et savoir qu'est-ce qui a été réalisé, que sur la carte, vous puissiez identifier les villages qui ont été électrifiés. Aber est en train de faire un travail à ce niveau-là et les différents projets aussi que nous sommes en train donc de faire. Je vous avoue que c'est vraiment une limite à notre niveau que nous sommes en train de rattraper. Mais je puis vous assurer que dans les semaines à venir, vous allez voir ce qui est fait donc, au niveau donc, de l'Agence pour la promotion de l'énergie en milieu rural, où vous allez avoir sur les cartes la localisation des nouvelles localités donc, qui vont être électrifiées. Et nous allons en tout cas nous rattraper par rapport à cela. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus TIC et je pense que c'est normal que même pour certaines informations que les gens puissent avoir en temps réel donc, sur notre site. C'est quelque chose que nous avons pris vraiment très au sérieux et que nous travaillons là-dessus. Monsieur Moumouni Ouattara nous appelle de Banfora. Bonsoir. Okay. Bonsoir, Monsieur Simon Gongo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, je vous appelle précisément de la commune de Wau, dans la province de la Pomorie. Les installations sont faites depuis plus d'une année et jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cet état de fait. OK. Ma préoccupation, Monsieur le ministre. Très bien. Donc, je prends bonne note. Je n'ai pas la situation exacte de ce qui se passe dans la commune, mais je peux vous assurer que mes techniciens, dès demain, nous allons en tout cas vous revenir avec la réponse, mais je peux donner une réponse globale de certains projets que je connais. Je peux dire que par exemple le projet Team 9 a eu des difficultés, mais à ce moment, tout est fin prêt pour pouvoir donc démarrer. Et deuxièmement, il y a certaines localités aussi gérées par des COPEL qui ont eu des difficultés et l'énergie était coupée, mais j'ai donné instruction à DG Sonavel et DG Aber de pouvoir les rétablir. Mais je vous assure que dès demain, en tout cas, nous allons pouvoir communiquer, Monsieur Simon, en tout cas, toutes les informations pour que, au cas où vous avez la possibilité donc, de joindre la TNB, que vous puissiez en tout cas... voilà, absolument. Donc, voilà, on va vous revenir par rapport à une information claire et détaillée. Et si c'est des petites choses à faire, je peux vous assurer que le courant sera rétabli dans les plus brefs délais. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, nous allons à présent appeler Housseni Kindo, qui
joue le rôle ce soir du vérificateur, puisque nous avions dit dès le départ que nous avions un public qui est là et puis qui nous dira... Moment de vérité. Voilà, le moment de vérité est arrivé. Hussein Kindo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. L'équipe de vérification de l'émission Dialogue citoyen vous a suivi avec beaucoup d'attention. Merci. Entre février 2019 et mai 2020, l'équipe note une qualité dans votre prestation et une maîtrise de l'exercice. Merci. Les réponses de l'avis de l'équipe sont claires et empreintes de courtoisie et de respect de votre vis-à-vis. Cependant, l'équipe note que malgré les efforts que vous avez longuement égrenés au cours de l'émission et chose incompréhensible, le courant se coupe toujours au Burkina et que parfois ceux qui ont besoin du courant ne l'ont pas. Et l'équipe note également que la baisse de tension cause également des désagréments chez le consommateur, ce qui est incompréhensif pour le consommateur. Et sur le volet énergie renouvelable, l'équipe de vérification note au regard de vos réponses que le pays est toujours à la recherche de ces marques, le matériel n'étant pas homologué et souvent l'expertise faisant défaut. Et donc après vérification et recoupement des informations, mais aussi des chiffres que vous avez donnés ce soir, le pôle de vérification vous attribue la note de 7 sur 20, sur 10 plutôt, et le public également qui est avec nous, ici présent sur ce plateau, vous a attribué une note de 7 sur 10, c'est-à-dire une moyenne de 7 sur 10, ce qui fait une moyenne générale de 7 sur 10. Merci. Voilà. Vous avez été... ministre, réaction à chaud? Non, je pense que c'est bien. Je vois qu'il y a eu une évolution avec l'année passée. Absolument. Donc, je suis d'accord avec vos notes. Je les prends avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sentiments, donc, qu'il y a encore du travail. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur important pour le développement du pays. Il y a des choses que nous avons eu à faire, comme je le dis. Nous avons réussi en l'espace de quelques années à doubler, que ce soit la production. En milieu rural, nous sommes passés de 550 à plus de 1300 villages qui vont avoir accès à l'énergie. Nous avons fait un travail, mais il y a encore du travail à faire. Parce qu'il y a 8000 villages. Il y a 8000 villages. Et comme je l'ai dit, il reste encore 7000. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai besoin de l'accompagnement du secteur privé. J'ai besoin de l'accompagnement de tous. Comme je le dis, une seule personne ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout faire non plus. Donc, nous avons besoin que nous puissions ensemble avoir un plan Marshall pour le secteur donc, de l'énergie. Mais j'ai confiance. Nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons la possibilité de trouver les moyens. Et l'avenir est prometteur pour le secteur de l'électricité. Et je puis vous assurer qu'avec tous les projets que nous avons, et avec les idées qui sont là et l'équipe que nous avons, je suis sûr qu'ils vont pouvoir produire quelque chose. Et je tiens une fois de plus encore à saluer mon équipe, tous ceux qui travaillent avec moi. C'est ensemble que nous avons pu avoir ces résultats-là. Et nous vous promettons qu'ensemble, encore, nous allons faire en tout cas beaucoup d'efforts pour la satisfaction de la population. Qu'il y ait moins de coupures, mais je vous assure qu'il y en aura de temps en temps. Et on va vous demander votre indulgence par rapport à ça. Nous travaillons à réduire le délai, en tout cas, de coupure, mais ce n'est pas de notre faute. Nous avons un matériel qui est vétuste, nous avons des lignes qui sont dépassées. Nous travaillons à pouvoir les changer. Et nous vous remercions encore une fois de plus pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ce que nous faisons pour les citoyens et d'avoir aussi leur feedback, parce que c'est cela qui nous permet de nous améliorer et de donner un rendu qui va être satisfaisant pour tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Ça fait exactement 90 minutes que nous parlons. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On reconnaît que c'est un exercice difficile parce que nous ne sommes ni en contact avec les téléspectateurs qui appellent, c'est du direct. Et donc, les questions ne sont pas préparées à l'avance. C'est très bien. Et donc, on reconnaît que l'exercice n'est pas du tout facile, mais vous avez accepté vous soumettre à 2 reprises. Oui, absolument. Puisque nous sommes en fin de mandat
Voilà, ça sera donc votre dernier passage pour ce qui est de ce mandat. Absolument. Merci aux téléspectateurs en tout cas qui nous font confiance, qui nous ont suivis pour aujourd'hui. Merci à Fousseni Kindou, à Ruth Ouattara, à Draman Guéné, à Vincent Tiendrevego. C'est toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission et puis toute l'équipe technique aussi, pilotée et dirigée par Yaouma Rémi Sommet, qui ont piloté techniquement en tout cas. Merci au public, merci aux panélistes, pardon. Ça sera tout donc pour aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mounira Kéré pour la dernière édition du journal. Bonne suite de programme sur la RTV.